Ce n'est pas nos adversaires qui nous ont attaqués, ce sont nos alliés. Les principaux dirigeants de Ennahda sont réfugiés en France. Un Syrien qui aurait passé du temps en Colombie est accusé dans ces attentats de Paris le 13 novembre. C'était un conseiller très proche de Sarkozy. Il était, il avait un palais en Colombie. Je pense que l'on ne peut pas traiter de la question du terrorisme sans parler de la crise du capitalisme. David Petraeus est toujours l'homme qui dirige Daesh au sens de définir ses missions et de trouver son financement. Lorsque on dit qu'il y a des gens de Daesh qui s'infiltrent en Europe, ça n'a aucun sens. On ne dit pas que ses propres soldats s'infiltrent chez soi. On peut négocier la paix avec la Maison-Blanche, mais la Maison-Blanche n'a pas les moyens de faire la paix. Il y a d'autres groupes qui décident à sa place ce que fait sa propre armée. Cette guerre, c'est pas la guerre de la France, c'est pas la guerre du peuple français. Cette guerre, c'est la guerre de Nicolas Sarkozy, de François Hollande et du gouvernement Valls contre la Syrie démocratique. Bonsoir, bienvenue sur Méta TV. Donc reprise de l'antenne après un long silence. En tout cas, on remercie tous les gens qui nous ont soutenus pendant cette épreuve. Ça, je tiens à vous le dire à titre personnel. En tout cas, bienvenue à vous tous. Bienvenue, évidemment, à la régie, au rendez-vous. Il y a tout le monde qui est là. Il y a Steph, il y a Alain, il y a Mika. Et évidemment, je vais commencer par introduire nos invités pour cette semaine spéciale attentat sur laquelle on va essayer de réfléchir, on va dire de commenter peut-être un peu autrement que dans les médias mainstream ces événements qui sont évidemment de la plus haute importance, peut-être pour la France, mais pas seulement. Alors, commencer à ma gauche. Alors Jean-Louis Zambert, bonsoir. Toi tu es journaliste. Merci de votre invitation. Ah écoute, c'est avec grand plaisir. Tu es journaliste indépendant. Tu as enquêté et tu as écrit plusieurs ouvrages, mais celui-là c'est le dernier, donc 56, qui traite on va dire des liens, des relations, voilà, entre l'État français, mais pas seulement, aussi d'autres États, et ce qu'on peut clairement appeler comme des groupes criminels ou terroristes, et des gens pas très recommandables, ouais, tout à fait. Et qui vont évidemment nous faire comprendre le lien qu'il peut avoir avec ces événements. À ma droite, j'ai Gerold Coleman. Bonsoir Gerold. Bonsoir. Toi, tu es analyste politique, voilà, indépendant aussi, et d'origine irlandaise. Donc, oui. Tu nous donneras aussi ta vision des choses et comment tu analyses ces événements. Et puis avec nous, on a sur Skype Thierry Messant. Allô Thierry. Bonjour. Bonjour Thierry. Donc Thierry Messant, que vous connaissez, j'imagine, que nos spectateurs connaissent. C'est toujours un grand plaisir de t'avoir avec nous, Thierry, toujours en direct de Damas, bien sûr. On va dire que tu es au cœur même tout près de ce qui se passe et de cette guerre qui est en cours. Alors, justement, on va commencer par toi, Thierry, puisque tu n'es pas à côté de nous. Comment tu analyses un peu, justement, ces événements qu'on vient de vivre, sachant que je tiens à rappeler que toi-même, ici, tu nous avais mis en garde, il y a déjà plusieurs années de ça, dans plusieurs émissions, sur le fait que cette politique qui était menée par la France de s'acoquiner comme ça, avec des groupes criminels, et de faire venir des ressortissants européens, dont des Français, ou des Belges, etc., que ces personnes-là, qui allaient être aguerries aux techniques de combat et on va dire s'habituer à cette forme de terrorisme, allaient revenir en Europe pour commettre des attentats. C'est quelque chose sur lequel tu nous avais mis en garde il y a quelques années, déjà. Oui, mais je pense que le plus important dans cette affaire, c'est de se rendre compte que la France est un État terroriste depuis au moins 4 ans, peut-être plus, mais moi je peux le dire depuis au moins 4 ans, puisque la France participe à des opérations d'abord d'Al-Qaïda, puis d'autres groupes terroristes du Proche-Orient. Et quand on trempe ses mains dans ce chaudron, eh bien, à un moment donné, il y a toujours un retour de bâton. Donc ça, c'est l'histoire qui nous l'a appris. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui a déclenché les attentats qui viennent d'avoir lieu à Paris,
Mais prévoir de tels attentats, ça c'était très facile. On ne pouvait pas savoir la date ni leur ampleur, mais le principe de ces attentats était évident. Et je voudrais qu'on comprenne bien ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas du tout, contrairement à ce qu'a dit le président de la République, d'une opération qui est menée contre les valeurs de la République française. Certainement pas. C'est au contraire parce que la République française aujourd'hui n'a aucune valeur qu'elle s'est fait attaquer. Parce que ce qui s'est passé, c'est une opération de nos alliés contre nous-mêmes. Ce n'est pas nos adversaires qui nous ont attaqués, ce sont nos alliés. Alors justement, je voudrais juste, avant de donner la parole aux autres, que tu nous expliques, toi, justement, comment tu vois ce que nous, en tout cas, on interprète comme un virage diplomatique, et toi, qu'est-ce que tu penses qui se cache derrière? Pourquoi ce changement d'attitude de la France? D'abord, actuellement, je ne sais pas avec précision l'objectif au moment où nous parlons du gouvernement. Bombarder Daesh à Raqqa, ça c'est l'explication officielle. Oui. Et là, le président de la République est allé sur le porte-avions et tout d'un coup, il leur a dit non, vous n'êtes pas au bon endroit, vous prenez le chemin inverse, vous prenez le canal de Suez, vous allez dans le Golfe et c'est là-bas que vous allez avoir votre mission. Donc le gouvernement français, là, ces jours-ci, a changé ses objectifs. Mais personne ne sait ce qu'ils sont vraiment. En tout cas, dans les semaines qui ont précédé, on peut dire au cours des 2 derniers mois, le gouvernement français a lancé une 3e guerre dans cette région, une guerre qui vise à créer un État au nord de la Syrie dans le but de contraindre à s'y rendre les Kurdes de Turquie. Donc c'est un programme de nettoyage ethnique que la France a mené, en tout cas au cours des 2 derniers mois, je ne sais pas si elle va continuer là-dessus, un programme de nettoyage ethnique, et de ce fait, il est grotesque de dire qu'on lutte contre Daesh parce que Daesh pratique le nettoyage ethnique, c'est la politique même de la France. D'accord. Ça, au moins, ce sont certaines choses qui sont établies. Alors, je vais me retourner justement vers Jean-Louis Zambert. Jean-Loup, toi, ça fait dans ton livre, tu mets vraiment en lumière le fait que ces liens un peu inavouables, j'ai envie de dire, entre le gouvernement français, pour ne pas parler des autres gouvernements allemands, britanniques, américains, qui visiblement adoptent la même attitude, se met, on va dire, en collusion avec des groupes terroristes, ou on va dire des gens issus principalement de la mouvance des frères musulmans. Et on voit qu'il y a une espèce d'opération, en particulier depuis ces fameux printemps arabes, tels qu'on les appelle, qui vise à renverser donc les gouvernements par des pseudo-révolutions, pour ensuite installer des gouvernements qui sont issus de cette mouvance des frères musulmans. Oui, tout à fait. C'est comme le disait Thierry Meyssan, il y a ces relations ont commencé principalement avec l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Quand en 1982, la France s'est alignée ouvertement sur la politique des États-Unis pour renverser la première république laïque d'Afghanistan. Il s'agissait là d'aider politiquement, médiatiquement et militairement des groupes qui étaient issus des bataillons des seigneurs de la guerre qui voulaient renverser le pouvoir de Kaboul pour restaurer leur domination sur l'Afghanistan. Et principalement, bien évidemment, sur tout ce qui concernait le trafic des opiacés. Puis il y a eu, alors ça a été très loin, puisque dès cette époque, dès 1982, il y a des chefs de mouvements, de ces mouvements terroristes, qui sont recrutés, entraînés par la CIA, le MI6, mais aussi la DGSE française au Pakistan. Mais certains sont sélectionnés, y compris en Afghanistan, exfiltrés vers le Pakistan, et de là amenés dans des camps militaires qui se trouvent en France, comme le camp militaire de Serkot, par exemple, pour y être entraînés à la guérilla urbaine, maniement des explosifs, etc., avant d'être envoyés en Afghanistan pour à leur tour former d'autres groupes combattants. Puis la deuxième période, ce sera après, dans les années 92-94, avec l'apparition du mouvement taliban,
où le gouvernement français va continuer de soutenir ces groupes qui sont soutenus, recrutés par des combattants qui viennent de toute la misère du monde arabe. Ce sont les frères musulmans qui ont un bureau, l'un de leurs principaux bureaux à Peshawar, au Pakistan, qui prennent en charge ce recrutement. Ce recrutement se fait notamment par des cassettes audio qui sont diffusées à la sortie des mosquées dans tous les pays arabes et principalement lors de la grande prière qui a lieu le vendredi, tous les vendredis. Donc cela permet d'avoir de la main-d'œuvre, la chair à canon, hein, si vous me permettez l'expression, et d'envoyer ces combattants présentés à l'époque par le gouvernement des États-Unis comme des combattants de la liberté. Du reste, Thierry l'a lui-même rappelé dans un article qu'il a rédigé il y a déjà un bout de temps de cela, que je crois que c'était le président des États-Unis qui avait reçu une délégation de ces terroristes dans le bureau ovale à la Maison-Blanche en les qualifiant de combattants de la liberté. Et alors après, toutes ces périodes vont se succéder. Il faut savoir que les frères musulmans ont une grande pratique du recrutement dans l'ensemble des pays arabes pour composer des armées de milliers, de dizaines de milliers de djihadistes qui vont monter à l'assaut de cibles qui leur sont désignées par Washington. Et là, nous retrouvons les liens entre les services secrets états-uniens, bien évidemment, l'Arabie saoudite, le Qatar et l'Afghanistan. Je pense notamment au groupe Ben Laden, à l'époque. Et puis, vous avez eu, dans le passé, ces frères musulmans se sont fait la main à ce type de recrutement dans les années 40-43, quand ils ont constitué une brigade musulmane avec les nazis. Cette brigade a été constituée par un recrutement principalement en Turquie, en Bosnie, d'éléments y compris qui venaient d'autres régions de pays arabes, mais de manière bien moindre qu'aujourd'hui. Le siège central de cette brigade musulmane, nazie, qui était encadrée par des imams et par des officiers nazis, se trouvait à Saint-Flour, dans le Cantal, en France. Et ces groupes étaient entraînés dans 5 départements du centre et sud-est de la France. Là, ils ont été entraînés pendant un an et demi, et après, ils sont partis à la chasse aux juifs et aux communistes, contre les partisans communistes qui luttaient contre l'occupation de la fédération, de ce qui allait devenir par la suite à la libération, la fédération socialiste de Yougoslavie. D'accord. Donc là, c'est déjà le premier grand recrutement qui est effectué. Et alors, à la Libération, on ne parle plus du tout des crimes commis par les frères musulmans, par cette brigade qui disparaît du jour au lendemain. Mais par contre, la CIA, les services états-uniens, tout de suite, vont s'empresser d'utiliser l'organisation des frères musulmans, notamment au travers d'une mosquée qu'ils vont ouvrir, qui va leur servir de base, qui sera implantée à Munich, pour mener leurs opérations contre les jeunes républiques à l'époque, les pays de l'Est, et contre la Russie soviétique, bien évidemment. Et après, vous retrouvez donc la guerre de Yougoslavie, contre la Yougoslavie, la fédération de Yougoslavie dont je vous parlais, et vous retrouvez après, dans les années 90, jusqu'à présent, les relations entre les frères musulmans étaient surtout, je dirais, avec les services états-uniens, les services anglais principalement, en dehors du Qatar et de l'Arabie saoudite, hein, bien évidemment, et de la Jordanie dans un autre cadre. Mais à partir des années 90, il va y avoir, fin des années 80, début des années 90, les services français vont s'intéresser aux frères musulmans. Pourquoi ils vont s'intéresser? Parce qu'ils s'aperçoivent que les frères musulmans ont des possibilités d'intervention sur tous les pays du Maghreb et principalement sur tout le monde arabo-musulman. Donc ça présente un intérêt, et principalement les frères musulmans tunisiens. Pourquoi? Parce que la Tunisie est un petit pays, et c'est un pays ouvert sur le monde, qui a beaucoup d'échanges avec l'extérieur, dans tout un tas de secteurs d'activité économique, culturelle, etc. Il y a eu, après, même du temps de Bourguiba, et après, avec l'arrivée au pouvoir de Ben Ali, un tas de mesures qui ont été prises pour favoriser la place de la femme dans la société. Il y a des femmes qui sont chefs d'entreprise, qui dirigent des entreprises très importantes. Je veux dire, c'est quelque chose de très important. Et c'est d'autant plus important que pour les frères musulmans,
les frères musulmans vont partir du principe que la Tunisie étant un petit pays, ça leur sera plus facile de faire de la Tunisie la première république islamique du Maghreb. Donc, première tentative de coup d'État en 1986, qui est faite par un mouvement qui s'appelle à l'époque le mouvement de la tendance islamique. Le même mouvement qui va faire une succession d'attentats en France dans les années 85-86, qui suite à cette période d'attentats va changer de nom et va devenir Ennahda. Et Ennahda, on le retrouve après avec ses principaux dirigeants, dans une deuxième tentative de coup d'État en Tunisie, en 1990. Alors il faut savoir que dans le même temps, on assiste sur le cas, si on prend le cas de la Tunisie, on assiste à une configuration semblable à ce qui se passe pour la Syrie. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont des dirigeants des frères musulmans, qui viennent en costume cravate, qui sont reçus à l'Élysée, qui sont reçus à Matignon, qui sont reçus par un ministre des Affaires étrangères et qui se présentent comme des défenseurs de la démocratie, des droits de l'homme, etc., etc. Mais dans le même temps, ils tiennent des discours et sur le terrain, ils font mener des opérations par les organisations qu'ils dirigent pour renverser les régimes laïques. Un double discours, quoi. Et une duplicité incroyable. Ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé en Tunisie. Alors du reste, je m'amusais à lire l'autre jour, il faut savoir que M. Farouk Taïfour, qui est l'un des principaux dirigeants des frères musulmans syriens, a été reçu par Mme Elisabeth Guigou à l'Assemblée nationale. Mme Elisabeth Guigou, qui était présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, avec des députés. Et quand on regarde le contenu des questions des députés et puis les réponses qui sont apportées par cette délégation qui ne comprend pas que M. Farouk Taïfour, du reste qui comprend d'autres individus, membres de l'armée syrienne libre, du Conseil national syrien, etc., etc. Toute organisation qui, au départ, ont été créées par les frères musulmans pour renverser la République laïque de Syrie. Quand on regarde le contenu de ces députés, on comprend qu'on en soit arrivé dans la situation où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire une méconnaissance quand même assez grave de la situation exacte des pays arabes et du rôle des frères musulmans. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous avez d'un côté des services de renseignement français, notamment la DGSE, qui a une connaissance de ce que font les frères musulmans sur le terrain. En Syrie, ils connaissent très bien qui fait quoi, du moins je le suppose, puisque ce sont eux qui, dans des camps militaires en Turquie ou en Jordanie, les ont entraînés à des opérations de guérilla pour aller faire des attentats à la bombe et mener des actions de guerre contre la République arabe syrienne. Donc, et en même temps, vous avez un pouvoir politique qui fait comme si toutes les alertes qui ont été émises depuis les années 1990 par les services français, tant sur l'action des frères musulmans dans les pays arabes, mais surtout en France, parce que quand je vous parlais tout à l'heure de coup d'État en Tunisie, il faut savoir qu'à la même époque, les principaux dirigeants de Ennahda sont réfugiés en France. Oui, alors ça c'est extraordinaire, parce qu'on apprend que ces gens-là font l'objet d'une fiche Interpol, qui sont recherchés, ils sont censés être arrêtés en fait, puisque la France est signataire en plus, et non, ils se baladent tranquillement en France comme ils veulent. Tout à fait. C'est pour ça que le titre du livre est 56, et il y aura un tome 2, parce que dans le tome 2, je donnerai les noms des principaux dirigeants politiques, des hauts fonctionnaires français qui ont soit protégé des individus recherchés par Interpol pour tentative de coup d'État, pour des meurtres, etc., etc. Vous avez vu le contenu des fiches d'Interpol que je publie. Et surtout, je tiens à préciser, pour éviter toute forme de complotisme, comme on aime bien accuser, vous mettez en plus les numéros de fiches Interpol, pour ceux qui veulent aller vraiment rechercher, qui mettront en doute votre parole en disant qu'est-ce que c'est que ces élucubrations, etc. Vous mettez, il y a un numéro de fiche Interpol. S'il y a un dirigeant de la DGSE, par exemple, ou un magistrat, procureur de la République de Paris ou autre, qui a des doutes sur l'authenticité des documents, il a toutes les références pour retrouver ces documents. Alors, ces individus sont en France, ils vivent tranquillement. Ils sont recherchés par Interpol pour des crimes graves, pour tentatives de coup d'État. Vous avez vu le contenu de ces fiches. Je veux dire, ça va de la poursuite, on lance de l'acide au visage des femmes qui ne veulent pas porter le voile, mais ce sont aussi des attentats dans des hôtels, où du reste, il y aura des touristes français qui seront morts
me laissez. Et ces gens-là sont en France. Ils vivent tranquillement, ils dirigent des hôtels, à l'époque comme M. Salah Karker, qui est un des dirigeants fondateurs de Ennahda. M. Ghanouchi, lui, est réfugié à Londres, dans la banlieue de Londres, où il est couvert là par les services anglais. D'autres également se trouvent en France. Vous avez vu, je publie également le 3e volet d'une fiche d'Interpol où figure la trentaine de complices qu'ont ces individus qui sont recherchés par Interpol. Alors, je mets en cause évidemment tous les ministres de l'Intérieur et tous les ministres de la Justice socialistes. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il faut savoir que quand Interpol émet une fiche pour rechercher un individu, la fiche rouge, ça correspond à une qualification de crime bien particulière. Vous avez des fiches noires, vous avez des fiches bleues, c'est en fonction des crimes. Là, on parle de meurtre, on parle de terrorisme. Donc ce sont des fiches rouges dont ces individus font l'objet. Quand Interpol émet une fiche pour faire rechercher et arrêter de tels individus, ces fiches émises par Interpol sont envoyées dans les pays où l'individu est susceptible de se rendre. Alors, figurent parmi ces pays principalement, bien évidemment, les États-Unis, mais surtout sur l'Europe. Il y a 3 pays principalement qui apparaissent. C'est la Suède, c'est surtout l'Angleterre et la France. Et il faut savoir que le ministère de l'Intérieur est parfaitement informé depuis les années 90, je parle là de la période des années 90 à 2011, de la présence en France de ces individus qui sont recherchés par Interpol, puisque le correspondant d'Interpol en France se trouve à la Direction nationale de la police judiciaire. Donc je n'envisage pas que le ministère de l'Intérieur, au moins le directeur de cabinet du ministre, si ce n'est le ministre lui-même, si ce n'est les ministres qui se sont succédés depuis les années 90 à 2011, principalement socialistes, n'aient été informés de la présence de ces individus en France. Alors il faut savoir aussi, vous allez me dire, et c'est pareil pour le ministère de la Justice du reste, Alors vous allez me dire, mais pourquoi abriter en France des individus qui ont commis des crimes, qui sont recherchés par Interpol, en bas de la fiche, en cas de localisation, procéder à l'arrestation et à l'extradition. Donc les choses, la demande d'Interpol est très claire. Alors il faut savoir que les frères musulmans, principalement tunisiens, mais aussi des autres branches dans les différents pays arabes, ont des carnets d'adresses assez copieux qui peut faciliter les entrées pour réaliser des contrats économiques. Alors des contrats économiques, je veux dire dans le domaine de l'énergie, du gaz, du pétrole, de l'eau, mais aussi de l'agroalimentaire, dans un tas de domaines. Donc en gros, le marché, c'est, si vous voulez, on vous protège chez nous et vous nous ouvrez les portes que vous avez au Qatar, à l'Arabie Saoudite, là où nos transnationales sont intéressées à piller les ressources de vos peuples. Oui, parce qu'on trouve beaucoup d'hommes d'affaires dans tous ces gens-là. Visiblement, il y en a qui ont quand même des grandes affaires. Oui. Une forme d'enrichissement en plus dans ça. Oui, voilà, bien sûr. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que, il faut voir aussi qu'il y a une chose que je dois souligner, c'est que vous avez, chez les frères musulmans, vous avez plusieurs branches qui traversent toutes les organisations des frères musulmans. Vous avez des frères musulmans, par exemple, qui sont d'accord pour participer à des gouvernements qui seraient dirigés, qu'ils dirigeraient eux avec des laïcs, ou qui seraient dirigés, par exemple, avec d'autres laïcs, je veux dire d'autres composantes de la société, qui peuvent être des communistes, des libéraux, des démocrates de différentes tendances, etc. C'est une branche à laquelle je pense pouvoir dire, sans me tromper, que représentait à un moment M. Habib Motni, qui était l'un des cofondateurs aussi de Ennahda, et qui est opposé à M. Ranouchi. M. Ranouchi, quand il y a eu cette espèce de révolution, ce qui n'est pas une révolution du reste, c'est une révolution de palais, qui a été organisée essentiellement par les États-Unis, avec l'appui des frères musulmans pour les porter au pouvoir en Tunisie. En espérant que ça dure le plus longtemps possible. Malheureusement pour l'oncle Sam, ces vœux ne se sont pas réalisés. Mais ça a duré qu'un temps, je veux dire. Et donc il faut savoir que vous avez M. Ranouchi, quand il est arrivé au pouvoir en Tunisie, a voulu tout le pouvoir. Il a essayé, comme le président égyptien, son homologue égyptien, d'imposer la charia, Il a voulu s'emparer du pouvoir, de tout le pouvoir, et rien que le pouvoir pour les frères musulmans. Alors que la société tunisienne est une société laïque, je veux dire, où toutes les expressions, il y avait une grande avant l'arrivée au pouvoir des frères musulmans, ça revient aujourd'hui, mais dans des conditions très difficiles, il y avait une grande liberté de pensée en Tunisie. Comme vous l'aviez
comme vous l'avez en Syrie du reste. Je pense que Thierry Messant ne me démentira pas sur ce point-là, parce que je pense que vous parlerez sans doute après des médias, mais les médias ont dissimulé tout un tas de faits qui sont caractéristiques de la société syrienne, à savoir par exemple que bien avant 2011, des réformes importantes ont été ouvertes sous la direction du président Bachar el-Assad, que ces réformes touchaient non seulement le pluralisme politique, mais touchaient également, par exemple, la lutte contre la corruption. L'une de ces réformes a consisté à mettre à la retraite tous les fonctionnaires de toutes les administrations et des partis politiques de plus de 60 ans, afin de mettre un terme au réseau des gens qui profitaient de leur situation au sein de l'appareil d'État syrien pour faire des affaires sur le dos de la République, je dirais. Donc ces gens-là, aujourd'hui, vous en trouvez plusieurs, comme l'ancien vice-premier ministre, M. Abdelhalim Kadam, qui, lui, vit tranquillement aujourd'hui dans un hôtel de l'avenue Foch, qui se présente comme un grand révolutionnaire, comme un financier de la révolution, parce que tout simplement, il a une revanche à prendre, parce que ces réseaux en Syrie pour son enrichissement personnel n'existent plus. Moi, ça donne un aperçu de ce que peut être le problème. Alors, je vais me tourner vers Gerold. Gerold, quelle analyse tu portes, toi, sur ces événements? Moi, je voudrais commencer à décrire peut-être un autre réseau. Oui. Il y a une piste colombienne dans ces attentats. Un Syrien qui aurait passé du temps en Colombie est accusé dans ces attentats de Paris le 13 novembre. Le même jour, en Colombie, 2 syndicalistes ont été assassinés. Donc je vais juste un peu décrire un autre réseau dans cette affaire syrienne et le terrorisme. Ce qui se passe en Colombie, normalement, c'est-à-dire des professeurs assassinés par des paramilitaires de l'État. Donc tout le monde sait qu'en Colombie, depuis des années, il y a une guerre civile. Et l'État, c'est un État tout à fait criminel, c'est un État narco-État, c'est un État qui est très proche des États-Unis et d'Israël. Et c'est maintenant l'État colombien qui bafoue tous les droits de l'homme possibles et qui tue pratiquement chaque semaine des professeurs, des sociologues, des activistes, des syndicalistes, tous les gens qui militent pour les droits des ouvriers sont systématiquement assassinés par les paramilitaires de l'État. Tout au début de la crise, de la guerre contre la Syrie en 2011, les Syriens ont arrêté un Égyptien qui était américano-égyptien. Et cet homme a dit qu'il avait été mandaté par les Israéliens de prendre des photos, de créer des vidéos pour faire croire qu'il y avait un chaos en Syrie, qu'il y avait un dictateur qui tuait son propre peuple, etc. Donc il était là, puis il est payé pour créer des images de propagande de la guerre. Et quand il était en Israël, il était financé par un Colombien. Donc déjà, c'était rapporté par la presse vénézuélienne tout au début de la crise. Les Israéliens ont formé les paramilitaires en Colombie pendant les années 80. Et le chef mercenaire, c'était un commandant de l'armée de Sahel, de l'armée israélienne, qui s'appelait Yair Klein. Yair Klein était arrêté récemment en Russie. Et l'état de droit, le soi-disant état de droit qui essaye de faire croire qu'ils font quelque chose, ont demandé l'extradition vers la Colombie. L'Union européenne a refusé. Ils ont dit non, on a des soucis pour le droit de l'homme. Israël a des soucis pour le droit de l'homme. Il est maintenant en Israël, donc il ne va pas être jugé. C'est un homme qui a trafiqué de drogue. C'est un homme qui est responsable pour des milliers de morts dans le pays. Et tout ça pour dire que, en fait, la Colombie, c'est décrit comme l'Israël de l'Amérique latine. C'est on a déjà entendu ce que Hugo Chavez avait dit. Et c'est tout à fait clair. La France, un conseiller de Sarkozy, qui s'appelait Thierry Gaubert, je pense, si je le prononce bien, Thierry Gaubert. Perlman Goldenstein, je pense que Goldenberg c'était son nom, mais c'était changé à Gaubert, Thierry Gaubert, si je ne me trompe pas. C'était un homme qui avait un palais en Colombie, un palais secret.
où se réunissaient des patrons français régulièrement pour faire des fêtes, pour discuter, etc. C'est un homme qui avait été inquiété parce qu'il est déjà impliqué dans l'affaire Karachi. C'était un conseiller très proche de Sarkozy. Hein. Il était donc il avait un palais en Colombie. Et selon Pierre Pion a très bien montré la République des Mallettes, c'est un homme qui revenait en Europe avec des mallettes pleines de fric. Donc, tout ça pour dire quoi? En fait, nous sommes dirigés par des criminels. Ils sont des délinquants, nos dirigeants. C'est ça le problème. Et ils agissent dans des réseaux internationaux. C'est ça le problème. C'est-à-dire que, pour décrire ces hommes, on décrit l'état profond. Et ce qui est en train de se passer, c'est l'état profond est en train de prévaloir sur l'état de droit. C'est-à-dire que le réseau des criminels, des drogues, des prostituées, tous ces réseaux de ces bas mondes étaient en train de renverser l'état de droit. Et le danger, c'est si on tombe dans une situation de guerre civile, et on est déjà dans le début, en France et en Europe, c'est la Colombie pour tous. C'est-à-dire la Colombie, c'est exactement comme Israël. On tue des dissidents, on tue les gens qu'on n'aime pas. Donc, en France, ce qui est en train de se passer, quand on est en train de détruire les droits, l'état de droit et les droits des citoyens, donc on peut bien imaginer que pour eux, l'idéal, c'est la Colombie. L'idéal, c'est l'Arabie Saoudite, où tous syndicalistes, professeurs, intellectuels, tous les gens qui pensent et qui essayent de faire quelque chose sont systématiquement assassinés par des paramilitaires. Et l'État peut dire, c'est pas nous. C'est pas nous, quoi, on sait pas qui c'est. C'est déjà en train de se passer en Turquie, où dissidents sont tués par, soi-disant, l'État islamique, Daesh. Donc c'est très dangereux, parce que actuellement, Daesh ou Al-Qaïda ou ces réseaux nébuleux sont en train de contre le terrorisme. Ce ne sont pas des... Ce sont des simples citoyens. Pour faire monter les tensions, etc. Mais ce qui est dangereux, c'est si on n'arrive pas, en fait, à renverser cette criminalisation, à empêcher cette criminalisation totale de l'État, bon, on peut bien imaginer que d'ici 20 ans, ça va être comme ça. Ça va être en Colombie, quoi. Oui. Donc, c'est ce qui est en train de se passer, c'est très, très grave. Je pense que les gens, ils ne s'imaginent pas, en fait. Ils ne peuvent pas comprendre ce qui est en train de se passer. Quand on envoie les militaires dans la rue, c'est un truc qui va être probablement permanent. C'est normalisé maintenant. On voit des soldats. Donc, de plus en plus, on avait déjà des soldats. Ouais. On avait beaucoup de soldats. Normalement, Montparnasse, régulièrement, il y a des soldats. Oui, parce qu'il y avait le plan Vigipirate qui est maintenant. On était déjà dans un état policier. 5 ans, je crois, depuis 85, on a quelque chose comme et ça. Des caméras partout. Et maintenant, on peut frapper à la porte de quelqu'un et enlever. Aux États-Unis, c'est déjà. Il n'y a plus de règles. Aux États-Unis, c'était déjà le cas après les attentats de 2001. On a vu cette. On a le National Defense Authorization Act aux États-Unis qui permet aux militaires d'enlever quelqu'un. Aux États-Unis, c'est déjà Pinochet s'ils veulent. Hein. C'est-à-dire qu'on est déjà arrivé à ce point-là où les militaires, maintenant, peuvent faire tout ce qu'ils veulent au nom de la lutte contre le terrorisme. Donc, le réseau de terrorisme, c'est très international. Et ces gens circulent librement, ils ont des avions privés, etc. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est que ce qu'on pourrait imaginer de ces États, c'est-à-dire que quand vous voyez les différences entre les riches et les pauvres dans le monde, et c'est ouvertement admis. Et le fait que même, je me souviens quand je lisais le Monde après les attentats de janvier, bon, on avait des pages, il y avait des intellectuels qui s'exprimaient, etc., sur les valeurs de la République, etc. Et dernière page, il y avait un ouvrage sur la vie carcérale en France. Et ils ont ouvertement admis, mais bon, finalement, c'est les riches qui enferment les pauvres, qui mettent les pauvres en prison. Les pauvres en prison, ouais. Donc, c'est déjà, on sait. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est dire ce qui se passe. C'est-à-dire analyser les choses. L'analyse, c'est ça ce qui est tabou. On peut
parler autour de choses. Ils vont le dire. Un Par peu exemple, dans le critiqué, monde, mais on ne peut pas rentrer dans le fond des choses. en février, dans le monde, j'étais vraiment surpris de voir, mais il y avait un petit article sur la Turquie. Le titre de l'article, c'était sur un remaniement du gouvernement turc, d'Erdogan. Et dans le même article, le journaliste dit, bon, il avait parlé du chef de renseignement turc, Fidan, je pense. Et le journaliste a dit, en passant, c'est lui qui a financé l'État islamique, un proche d'Erdogan. Donc, c'était le 12 février de cette année-là. Et dans l'article, elle a dit, c'est lui l'auteur de la politique controversée de financement de l'État islamique en Syrie. Donc, si nous finançons l'État islamique, c'est-à-dire un membre de l'OTAN finance l'État islamique, c'est controversé. On peut se poser une question. C'est-à-dire, c'est criminel. C'est criminel de financer l'État islamique. Il faut être clair. Donc, ce sont des gens qui égorgent des gens, qui tuent, qui sont des pires bandits qu'on puisse imaginer. Donc, le journaliste qui a dit la politique controversée du gouvernement turc de financer l'État islamique, pour moi, c'est une forme de complicité. Donc, on est arrivé là où, en fait, les journalistes... Le problème, en fait, c'est que c'est une guerre d'information. Donc, si on avait un média, s'il y avait un média responsable et des journalistes capables de faire leur travail, on pourrait bien mettre fin à tout ça. Je pense. Ouais, finalement, parce que c'est quand même c'est une question de savoir, c'est une question de conscience du peuple. On vit dans une dictature médiatique. Et on n'arrive pas, et tous les gens les enquêteurs, les intellectuels, les politologues qui enquêtent, les journalistes qui enquêtent, sont systématiquement ridiculisés, censurés, etc. Donc, le travail d'investigation, voilà, et on parle, et c'est ce qui est grave, parce qu'on parle d'un projet de loi contre ce qu'on appelle le complotisme. Oui, on parle de criminaliser véritablement le complotisme. Un projet de loi, oui. Donc, on verra, mais je pense qu'il faut s'exprimer, parce que si on ne s'exprime pas, ça va être pire en tout cas. C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus. On peut se taire, dire, moi je vais rien dire, parce que bon, maintenant ça chauffe. Non, mais même si on s'était, ça va continuer. C'est-à-dire que c'est même pire. Il faut s'exprimer. Il faut dire non, il faut défendre l'état de droit, il faut défendre le droit international, complètement bafoué par les Occidentaux. Donc ce sont des choses de base, et tout le monde peut être d'accord sur ce genre de choses. Et c'est une plateforme, si vous voulez, que nous pourrions élaborer ensemble, comme ici en Europe. Mais pour ça, il faut que les gens comprennent. Et c'est une réalité dure. Je pense que les gens préfèrent ne pas savoir. C'est ça aussi le problème. Mais il faut savoir. Je pense que quand vous avez même des ex-ministres des Affaires étrangères de la France, comme Roland Dumas, dire à la télévision française qu'il faut savoir. Il faut savoir que tout ce qui se passe en Syrie avait été organisé par les Occidentaux et Israël des années avant le printemps arabe. C'est un avertissement au peuple français, de quelqu'un qui vient de l'intérieur du système. Donc là, on peut l'ignorer tout ce qu'on veut. Si on l'ignore, c'est très grave. Justement, en parlant d'ignorance, alors Thierry, tu es toujours avec nous, bien sûr. Oui. Voilà, on entend, alors là, justement, tu viens de l'évoquer, c'est la Turquie. On a vu dernièrement, évidemment, ce qui s'est passé avec l'avion russe qui a été abattu par les forces turques. Il y a eu, on va dire, une espèce d'escalade au départ du discours, puis ensuite des actes diplomatiques, puisque la Russie a pris des mesures contre la Turquie. Ils ont amené depuis, d'ailleurs, présenter les preuves du trafic de pétrole, donc avec photos satellites, etc. à l'appui. Vous remarquerez du reste que les médias français ont beaucoup de mal à rendre compte de la conférence de presse qui s'est tenue à Moscou à ce sujet, où participaient près de 400 journalistes étrangers. Oui, tout à fait. Oui, les médias français sont toujours un train de retard, si j'ose dire. Et justement, Thierry, comment on peut interpréter justement cette Turquie
qui montre un visage de plus en plus agressif vis-à-vis de la Russie. Alors, d'abord, il n'y a pas de nouveauté en Turquie depuis 2011. La Turquie s'est affirmée comme étant désormais à la fois le parrain du terrorisme international, le président Erdogan ayant pris la succession du prince Bandar Ben Sultan lorsque celui-ci a été, semble-t-il, définitivement écarté du pouvoir en Arabie Saoudite. Et puis, il est devenu également le parrain des frères musulmans dans le monde lorsque Mohamed Morsi a été arrêté en Égypte. Donc, il poursuit dans cette ligne. Et poursuivant dans cette ligne, il s'est allié un peu plus avec la France, Israël et le Royaume-Uni, et il a le projet maintenant, avec ces trois États, de créer un nouvel État, je disais, au nord de la Syrie, de manière à pouvoir y expulser une partie de la population turque qu'il estime ne pas être vraiment turque, c'est-à-dire les Kurdes. Donc, dans le cadre de ce projet, qui est une vieille histoire dont on parle régulièrement depuis pratiquement 25 ans, ça dure cette histoire-là. Donc, dans le cadre de ce projet, quand il a vu arriver l'armée russe en Syrie, il s'est inquiété, puisque ça rend impossible cette opération. Donc, il a décidé de faire passer un message aux Russes: vous restez à l'attaquer, Damas, tout ça, mais vous me laissez tranquille dans le nord du pays. C'est la raison pour laquelle il a décidé de détruire le Sukhoi 24, là, ça devait être le 24 novembre dernier. Et pour moi, ce qui est surprenant, en fait, c'est que les États-Unis ont laissé faire cette opération. En fait, tout le monde le savait, c'était pas un secret qui préparait ça, puisque ça avait été annoncé par un célèbre lanceur d'alerte en Turquie, qui sur son compte Twitter avait annoncé cette opération 3 semaines auparavant. Donc je pense que si on l'a laissé faire, c'est parce qu'on l'a poussé à la faute. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne veut soutenir le président Erdogan, sauf la France. La France est le seul État à véritablement faire du forcing en faveur du président Erdogan, et c'est un forcing très efficace, puisque vous avez vu que la semaine dernière, on a organisé un grand sommet Union européenne-Turquie, et au cours de ce sommet, on a fait une grande déclaration contre le terrorisme, ce qui est quand même assez comique, puisqu'on venait de rendre public les preuves de ce que moi je raconte depuis un an, mais sans preuve. Donc là, c'était public que M. Erdogan a organisé lui-même, lui et sa famille, le trafic de pétrole de Daesh, du pétrole qui, ça c'était pas dans la conférence russe, mais je l'explique quand même, ce pétrole, il part un petit peu vers l'Ukraine, et puis majoritairement vers Israël. En Israël, on fait des faux certificats de provenance, et là, on l'exporte vers Chypre, vers l'Italie et vers la France. Et en tout cas, il y a 2 semaines, la France continuait à acheter parfaitement consciemment du pétrole de Daesh, tout en nous disant qu'on lutte contre Daesh. Non. Donc ce monsieur Erdogan ne s'attendait pas à la réaction des Russes. Par contre, les États-Unis s'y attendaient. Moi, je pense qu'il y a actuellement une alliance entre le Kremlin et la Maison-Blanche pour mettre Erdogan en difficulté. D'accord. Oui, parce que là, on est quand même assez étonné de voir cette Turquie qui alors, j'ai appris aussi, est-ce que tu peux nous confirmer ces informations, qu'il y avait des centaines, voire peut-être plusieurs milliers de soldats turcs dans le nord de l'Irak qui seraient présents vers Mossoul et vers d'autres villes. Ouais. Mais c'est public, c'est absolument public. Oui, parce que le gouvernement irakien a même protesté officiellement, etc. Oui. Quoi. Oui. Mais la surprise, c'est que le gouvernement turc a répondu
mais nous sommes là pour former des peshmergas, c'est-à-dire des Kurdes d'Irak, et nous ne faisons pas de mal, donc nous restons et nous n'avons rien à faire de ce que nous raconte le gouvernement de Bagdad. On a des gens qui disent publiquement qu'ils violent le droit international, et c'est comme ça, on est prié d'accepter parce qu'ils sont membres de l'OTAN. Il y a un moment, être membre de l'OTAN, quand ce que l'on fait va contre les intérêts des États-Unis, il y a un moment, il va falloir le payer quand même. Oui, quand même. Alors, je me retourne vers toi, Jean-Loup. C'est vrai que toi, tu nous as montré que effectivement, tu nous démontres ces liens profonds, mais là où on a du mal à comprendre, c'est effectivement, alors il y a un intérêt économique pour avoir accès, on va dire, à certaines richesses, à certains, voilà, pour certaines compagnies, mais on se demande, est-ce que notre classe politique, notre classe dirigeante, a vraiment la conscience des gens avec qui elle traite? Parce que des fois, on a l'impression est-ce qu'ils savent véritablement la nature des activités de tous ces gens à qui, justement, on accorde l'asile politique, Oui. et qui se baladent apparemment comme ils veulent dans toute l'Europe? Tout à fait, ils en ont parfaitement confiance. Et du reste, c'est une bonne question parce que je pense que l'on ne peut pas traiter de la question du terrorisme sans parler de la crise du capitalisme. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre que le terrorisme, que ces attentats que l'on voit à Paris ou que l'on va voir bientôt ailleurs, à Londres, aux États-Unis ou en Israël, comme ils se produisent aujourd'hui en Syrie, c'est le dernier recours d'un système qui est à bout de souffle. C'est-à-dire que vous avez la tête de pont du capitalisme que sont les États-Unis. C'est un pays dont la dette n'est plus remboursable. Les États-Unis ne sont plus solvables. C'est un pays dont la monnaie le dollar est en constant déclin. C'est un pays dont les économistes à la retraite nous annoncent sans arrêt qu'il va rebondir, que nous sortons de la crise, etc., mais qui s'enfonce dans une récession continue, avec une augmentation incroyable du taux de pauvreté et de très grande pauvreté, constatée même par les services fiscaux états-uniens. C'est dire, c'est un pays qui est le pays de la criminalité organisée, c'est un pays qui est le premier pays occidental consommateur de drogue. Donc c'est un pays, c'est le cœur du crime. Le président, il y a eu des présidents qui se sont succédés, qui désignaient l'axe du mal. Et les États-Unis, c'est le cœur du crime organisé. Et quand vous prenez après sur l'Europe occidentale, la petite Europe de Maastricht, tous ces pays, essentiellement l'Angleterre, l'Allemagne, la France principalement, puisque les autres sont des économies, je dirais, secondaires, hein, sans que ce soit péjoratif. Ces dirigeants sont dans les mêmes situations. Il faut bien comprendre que, par exemple, que les gens qui ont voté socialiste dimanche aux élections régionales, ils ont voté UMP, ou les Républicains, appelez ça comme vous voulez, ou Front National, comme vous voulez, puisque tous ces partis, aucun de ces partis ne remet en cause le capitalisme. Aucun de ces partis ne remet en cause la domination des grands propriétaires privés de la finance et de l'économie sur l'ensemble de l'économie. Donc, je veux dire, qu'est-ce qu'il leur reste ? Et vous constaterez du reste que ces attentats arrivent toujours en général en période préélectorale. Oui, en période préélectorale, oui. Mais qu'est-ce qu'il leur reste ? Il leur reste la violence, il leur reste le terrorisme, et il leur reste de l'endoctrinement de la société. C'est par plusieurs aspects, ce qu'expliquait tout à l'heure sur la présence, habitué à la présence policière, à la présence militaire, habitué on voit par exemple, je vois en Dordogne, une douzaine de militants écologistes qui ont été mis en résidence surveillée par le préfet de Dordogne. Alors voilà des gens excessivement beaucoup plus dangereux, n'est-ce pas, que les membres des Frères musulmans qui étaient recherchés par Interpol, qui eux faisaient des coups d'État. Il faut bien tenir compte que les Français, les 50%, il y a quand même 50% de Français qui se sont abstenus, donc il y en a 50% déjà qui ne font plus confiance au système. C'est déjà quelque chose et qui ne voient plus dans les partis politiques qui se présentent ni l'intérêt d'un redécoupage administratif de la France, parce que certains ont conscience que cela va contre la République et contre les valeurs de la République. Il s'agit de couper le citoyen
notamment en regroupant les communes par des grands agglomérats de 15 000 habitants. Il s'agit de couper et d'éloigner le citoyen des centres de décision, des centres de pouvoir. Et tout ça pour préparer le grand marché transatlantique qui donnerait une bouffée d'air aux transnationales de la finance états-unienne qui sont en grande difficulté. Et du reste, vous remarquerez que les 3 pays que l'on trouve à l'œuvre dans toutes les guerres, ce sont principalement, bien évidemment, les États-Unis, qui sont quand même les pourvoyeurs et les faiseurs de guerre au niveau mondial depuis un demi-siècle. Et je ne remonte pas avant. Je parle de la dernière oui, guerre. Parlons voilà. juste de ce siècle-là. Voilà. Mais les deux grands autres pays colonisateurs du Moyen-Orient que l'on trouve à l'œuvre aujourd'hui, que sont Israël et l'Arabie Saoudite. Israël possède à peu près 20 fois la superficie. Les capitalistes israéliens possèdent à peu près, en dehors d'Israël, 20 fois la superficie de la Palestine. L'Arabie Saoudite également, dans des proportions à peu près équivalentes, notamment par le groupe de la famille Ben Laden. Donc si vous avez là, si vous voulez, la nécessité pour les grands capitalistes de courber l'échine des peuples. Croyez-vous que le gouvernement états-unien aurait enclenché une guerre diplomatique, une guerre médiatique, une guerre économique, une guerre financière depuis les années 2004-2005, hein, ça a commencé quand même, contre la République arabe syrienne, si cette République était semblable au pouvoir qu'il y a actuellement au Qatar ou en Arabie Saoudite? Pas du tout. Les États-Unis installeraient des bases militaires tranquillement en Syrie et iraient pomper les richesses non seulement de la Syrie, mais aussi, pourquoi pas, les richesses de pétrole principalement et de gaz qui ont été découvertes non seulement sur le littoral des côtes palestiniennes, de la Palestine occupée, mais également en Cisjordanie. Et il y a actuellement des rapprochements entre l'autorité palestinienne et le gouvernement russe pour trouver des partenariats économiques, justement pour l'exploitation de ces gisements économiques. Et Washington ne veut surtout pas que ces partenariats réussissent, parce que cela permettrait à l'autorité palestinienne de donner une bouffée d'oxygène, une bouffée d'air au peuple palestinien pour le sortir de la misère où l'on conduit, je dirais, où l'on conduit les agressions successives menées par les sionistes israéliens et le silence de la communauté internationale. Alors je parle de communauté internationale, mais dans le cas de l'occupation de la Palestine, il n'y a plus de communauté internationale. On entend souvent des journalistes parler de communauté internationale. Pour qu'il y ait une communauté internationale, il faut qu'il y ait une volonté politique. Alors depuis 1947, Israël viole régulièrement toutes les décisions de l'ONU. Il y a aujourd'hui 800 000 colons juifs qui occupent la Cisjordanie, Jérusalem-Est et 30 à 40 000 colons juifs qui sont implantés sur la terre syrienne du Golan. Donc quand vous n'avez plus, il faut que les dirigeants politiques occidentaux en aient conscience, quand vous n'avez plus de possibilité de faire respecter le droit international, c'est la guerre. Et j'avais donné une interview à Géostratégie en 2009, et je me rappelle que j'avais le titre qui avait été donné à l'interview, c'était « Le capitalisme en crise a besoin d'un conflit militaire majeur ». Et c'est ce que sont en train de provoquer les États-Unis. Il faut bien comprendre que les capitalistes états-uniens n'ont plus que la guerre pour sauver leur système de privilèges et d'exploitation des peuples. Et je dirais qu'à la limite, le pouvoir politique français aligné sur Washington n'est que le larbin de Washington. Oui. Hein, il est un peu comme les petits nègres qui, à une époque, allaient cirer les pompes des banquiers juifs qui sortaient de Wall Street, vous voyez. Tout à fait, ouais. Alors, je m'excuse. Oui, non, mais parce que la France est complètement alignée, soumise, vassalisée à la politique américaine. Je veux dire, plus que jamais, quoi. C'est la France est complètement alignée. On a l'impression qu'on n'a plus de politique indépendante. Enfin, c'est plus même pas une impression, c'est une réalité. Il n'y a plus de politique indépendante. Tout est dicté par les intérêts états-uniens, américains. Ouais. C'est Washington qui nous dit ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Et du reste, ça va plus loin que ça, parce que, excusez-moi de vous interrompre, mais comme le disait Thierry Messant tout à l'heure,
les États-Unis savent qu'ils sont en difficulté sur le front syrien, parce qu'il faut aussi considérer qu'il y a un continent qui est en train de se construire depuis les années 1990, depuis que le mur de ce qu'on appelle rideau de fer ou le mur de Berlin a tombé. Il y a un grand espace naturel qui est en train de se redécouvrir et de se reconstituer, qui est l'Eurasie, qui va, je dirais, de la pointe de l'Irlande au sud de l'Espagne, qui descend après sur la Syrie, l'Irak, l'Iran, etc. Et qui remonte après par l'Asie jusqu'à la République populaire de Chine. Et ce grand espace, il y a eu la création de l'organisation de la coopération de Shanghai, qui s'est dotée d'outils, à l'initiative notamment de Moscou, de Pékin, mais aussi avec d'autres États autour. Vous avez des États qui sont aujourd'hui membres de l'organisation de la coopération de Shanghai comme membres observateurs. C'était par exemple le cas de la Turquie, mais je ne pense pas qu'avec la position de la Turquie qui depuis 2011 est un État qui finance et qui soutient ouvertement le terrorisme, que la Turquie ait encore sa place au sein de l'organisation de la coopération de Shanghai. On ne peut pas... Du reste, regardez ce que vous disiez tout à l'heure et ce que disait Thierry Messant sur l'attitude de la France vis-à-vis de la Turquie. Un autre exemple pour conforter ce que disait Thierry Messant, vous avez entendu parler depuis 1 an et demi d'une grande coalition internationale mise en place par les États-Unis pour lutter contre le terrorisme. Tout à fait. Alors on est en train de nous faire croire, je m'interroge sur le niveau sur le niveau des journalistes français, parce que il y a quand même des satellites espions qui observent, quand vous voyez par exemple des déplacements de centaines de véhicules Toyota qui vont d'une partie de la Turquie en Irak, en passant par la Syrie, etc. Les images, elles existent. Et on voudrait nous faire croire que depuis que cette grande coalition internationale de lutte contre le terrorisme, qui a soi-disant été mise en place par les États-Unis avec les pays occidentaux, que cette coalition n'aurait jamais pu frapper les convois de citernes, de centaines de camions-citernes, de milliers de camions-citernes qui transitent de la Syrie dans les régions que contrôle encore l'État islamique pour aller livrer, comme le disait Thierry, le pétrole en Turquie. Vous avez vu du reste que, comme effectivement Thierry Messant a raison, mais il y a aussi autre chose qui a poussé Erdogan à cette agression contre l'aviation russe, c'est le fait que le pétrole, le financement de l'État islamique dans lequel baigne la Turquie a été mis sur la place publique. Et je reviens à la conférence de presse qui s'est tenue à Moscou, où par les images satellites, les 350 ou 380 journalistes qui étaient présents ont pu voir les 3 axes par lesquels l'État islamique fait transiter le pétrole qui est volé à la République arabe syrienne pour aller le livrer tantôt vers l'intérieur, sur l'est de la Turquie, vers le centre et vers la côte ouest. La côte ouest qui est un des principaux points de passage des combattants, du reste, où ils sont stationnés. Parce que là, ils ont accès à la mer et ils ont au port, à deux grands ports turcs, et de là, ils partent vers l'Europe aussi. D'accord. Alors, je reviendrai aussi plus tard sur la question, mais je ne veux pas monopoliser le débat, sur la question de ces opposants modérés, opposants extrémistes, etc. Parce que il y a des choses à dire là-dessus, effectivement. Je rapporte des témoignages de journalistes qui ont été sur le terrain et qui ont vu qu'en réalité, ce que François Hollande et ce que le gouvernement français appelle l'opposition modérée était main dans la main avec Al-Nosra et l'État islamique en Syrie et en Turquie. Oui, Al-Nosra, qui dixit notre ministre des Affaires étrangères, fait du bon boulot. Oui, du reste à Paris, vous avez vu... Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est Laurent Fabius. Oui, alors du reste, les individus de la même mouvance... Il faudrait peut-être dénoncer M. Fabius au procureur de la République pour apologie du terrorisme. Une bonne idée, Thierry, oui. Effectivement, d'autant que la mort rôde dans le parcours politique de Laurent Fabius. Rappelez-vous le Rainbow Warrior, alors qu'il était Premier ministre. Rappelez-vous comment Laurent Fabius s'est empressé de faire dissimuler la partie commerciale du contrat de vente
des frégates Lafayette à Taïwan, un dossier dans lequel il y a eu plus d'une dizaine de morts en France et à l'étranger. Et tous ces morts, du reste, étaient liés ou avaient travaillé de près ou de loin au montage financier du dossier de la vente. Rappelez-vous le sang contaminé. Synchronicité, parce que vendredi, on doit parler de ce sujet-là, des frégates de Taïwan. Et rappelez-vous aussi comment tous les parlementaires aujourd'hui, parce qu'on parle de François Hollande, de Nicolas Sarkozy, etc. Mais avez-vous vu l'Assemblée nationale faire opposition à la guerre? On parle des attentats terribles qui ont eu lieu à Paris. Alors là, je m'excuse, c'est vrai que pour les familles des victimes, c'est un attentat terrible et qu'il faut dénoncer ces attentats et qu'il faut lutter contre le terrorisme, mais on ne lutte pas contre le terrorisme uniquement avec des policiers. On lutte contre le terrorisme en commençant déjà à ne plus piller les richesses des peuples et en permettant d'élever le niveau social et en éradiquant la misère. Ça, c'est le point essentiel, mais ça sera encore un autre débat. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ces attentats de Paris, c'est ce que vivent tous les jours les Syriens. C'est un petit aperçu de ce que vivent tous les jours les Syriens. Cet attentat de Paris, c'est un petit aperçu de ce que vivent tous les jours les Palestiniens, dont les maisons ont été rasées à coups de bulldozer par l'armée israélienne, dont les terres, ce que vivent aussi les Syriens du Golan, qui sont occupés par des colons juifs qui imposent leur religion, qui imposent leur milice. Pouvez-vous me donner le nom de cette chaîne de télévision qui a produit des images sur ces situations? J'aurais du mal. Il y aura beaucoup de mal. Voilà, je m'excuse, mais je pense qu'il faut... Parce qu'il y a eu beaucoup de Français qui sont descendus dans la rue pour le mariage gay, pour ou contre, peu importe. J'ai pas vu beaucoup de Français, j'ai pas vu beaucoup de partis politiques appelés à manifester et à la mobilisation contre la guerre en Syrie. Oui. Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. Je pense que sur la question de la lutte des classes, de la guerre des classes dans laquelle nous sommes actuellement depuis longtemps, Al-Qaïda, l'organisation d'Al-Qaïda, bon, le nom Al-Qaïda, c'était un nom d'un journal du Parti communiste en Irak des années 50. Et je ne sais pas si c'est par hasard ou pas que c'est devenu le nom de réseau de base de données, la traduction de l'arabe, des services de renseignement, des études de renseignement militaire, ce qui est la fonction d'Al-Qaïda, a toujours été la fonction d'Al-Qaïda. Tout ça pour dire que la géopolitique sert des intérêts des classes. Et si Al-Qaïda avait créé pour détruire la République démocratique socialiste d'Afghanistan parce que ce n'était pas dans les intérêts géopolitiques, c'était aussi contre les intérêts de classe des Occidentaux. Donc on ne pouvait pas voir un pays se développer comme ça parce que finalement ça allait s'étendre dans d'autres pays. Il faut savoir qu'en Afghanistan à l'époque, les femmes étaient libres. Il y avait un ministre de l'Éducation, une femme à l'époque, qui avait écrit une lettre à l'époque à Thatcher. Et elle avait dit, Madame Thatcher, qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous êtes en train de soutenir des pires terroristes qui violent les femmes, etc. Et la réponse de Thatcher, c'est que nous n'allons pas avoir des relations avec le gouvernement afghan. C'est tout. Voilà. Donc, il y avait... Mais juste pour parler plus généralement d'idéologie, parce que c'est important, ce que j'en ai eu à évoquer là tout à l'heure, la question de la gauche, ce qu'on appelle la gauche. J'ai évoqué Venezuela, par exemple. Il y a en France, il y a en Europe, c'est assez général, un mouvement politique qui s'appelle la gauche et qui aime beaucoup Hugo Chavez et qui vont être pro-cubains et tout ça. On aime un peu Castro aussi. Sauf que Chavez était un ami d'Assad. Il a soutenu Assad tout de suite. De Kadhafi. Et bien évidemment, Kadhafi. En fait, le modèle pour les Vénézuéliens, c'était Kadhafi, c'était la démocratie libyenne. J'étais là-bas, quand j'étais en Venezuela, je l'ai vu avec mes propres yeux, c'est-à-dire les chaises dans les rues, tout ça, cette tradition des chaises, et tout le monde parle des projets. Hein. C'était la démocratie populaire que Chavez a instaurée en Venezuela. Il y avait eu une inspiration de Kadhafi. Kadhafi était
un héros en Venezuela, pour des raisons très justifiées. Mais il y a des gauchistes ici qui vont parler de la gauche en Amérique latine, mais qui sont en fait les alliés objectifs des paramilitaires de l'Amérique latine. Parce que j'ai déjà évoqué la Colombie, un état de terreur. Il y a des mercenaires de Colombie maintenant en Yémen qui ont été recrutés par les États du Golfe pour faire une autre guerre de procuration contre le peuple au Yémen, où il y a eu une révolution populaire récemment, matée par les Saoudiens et les Occidentaux. Tout ça pour dire qu'en fait, on est dans une situation idéologique très absurde en Europe, qui est le résultat d'une idéologie petite bourgeoise qui à partir de, je pense qu'en Europe, c'était à partir des années de l'après-guerre que le parti politique, surtout le Parti communiste en France, a décidé de suivre les réformes. Et c'était au moment où, en 1947, les classes ouvrières en France auraient pu prendre le pouvoir. S'il y avait un parti communiste organisé à l'époque, ils auraient pu renverser le capitalisme en France. On avait il y avait un mouvement de syndicats, un grève ouvrière, la grande grève ouvrière, surtout en Marseille. Et qu'est-ce qui se passait pour mater la grève ouvrière, pour mater les ouvriers? Qu'est-ce qui se passait? Les CIA ont financé le Parti socialiste. Et le Parti socialiste, à l'époque, il y avait le monsieur Gaston Defferre, qui était le maire de Marseille. Ils ont utilisé les Guercini. Je pense que les Guercini, ce sont le nom des mafieux, des drogues, des familles, des clans mafieux qu'on a utilisés pour mater les ouvriers dans le sud de France, en Marseille. À l'époque, tous ces gens-là qui ont détruit le mouvement ouvrier, de la part de l'État député socialiste financé par la CIA, étaient très impliqués dans le marché d'héroïne et des drogues. C'est-à-dire que là, vous avez aussi le lien entre l'État profond, où il y a des drogues, trafic, toute forme de mafia, et une guerre des classes. Et les socialistes ont toujours été le favori de la CIA en France parce que c'était un parti qui prétendait servir, qui avait un lien avec la classe ouvrière, ce que De Gaulle n'avait pas vraiment. Donc à l'époque, ils étaient plutôt beaucoup plus utiles pour vraiment mater la lutte ouvrière. Aujourd'hui, on n'a plus de communistes, on n'a plus de parti communiste, donc tous ces endroits ont été complètement abandonnés. Maintenant, ils vont voter l'extrême droite. Marine Le Pen va tout récupérer. Les ouvriers. Oui. Donc, on voit ça vraiment dans le sud de France, Marseille. Bouc émissaire, c'est toujours l'arabe. C'est le problème, c'est l'arabe. Donc, il n'y a pas de conscience de classe parmi les peuples. Et c'est ça, il faut penser plus globalement pour renverser le terrorisme. Parce que le terrorisme, comme je disais tout à l'heure, c'était une lutte, c'est le moyen de lutter contre le pauvre, finalement. Ce n'est que ça. Donc, simplement, le terrorisme, c'est un moyen de gouvernance. Et toi, comme Lénine disait, que l'État, c'est l'appareil d'une classe. C'est une répression des classes, en fait. Donc, c'est une oppression des classes, l'État. Donc, si on a un État de voyous extrêmement riches, bien évidemment, on va avoir le terreur partout. Donc, de plus en plus. Donc finalement, il y a un lien, comme disait tout à l'heure mon collègue, il y a un lien entre la lutte des classes et le terrorisme. Donc le problème, c'est le mode de production capitaliste. Si on ne parle pas de ça, on ne peut jamais renverser le terrorisme. Donc le véritable terrorisme, c'est le lieu de travail, c'est le quotidien, c'est le lutte pour les droits. Alors je ne partage pas du tout le point de vue qu'ils sont tout puissants, ces gens-là. Ils ne sont pas du tout puissants. Mais il ne faut pas oublier que si on lutte ensemble pour des objectifs concrets, on peut garder nos droits, nos acquis sociaux, etc. Mais il faut avoir cette conscience des classes. Parce que maintenant, on assiste à une période où on utilise la division du peuple, les Arabes, les Africains, on va mettre tout le gens contre eux. Et bon, ça va mener à une guerre civile en Europe. On a vu récemment la crise des réfugiés. Oui.
Et bon, depuis longtemps, vous avez une crise des réfugiés. Vous avez une crise des réfugiés, pourquoi? Parce que les Occidentaux ont semé la terreur partout en Afrique et en Moyen-Orient. On a vu la Libye, la destruction de l'État le plus riche d'Afrique, où il y avait un État très très social, où il y avait beaucoup de liberté, il y avait un projet d'unification africaine, il y avait un banque centrale africain, il y avait énormément de projets, il y avait même un projet entre Kadhafi et Chavez de créer une alliance militaire entre le bloc, c'est-à-dire le continent africain et le continent de l'Amérique latine, et une université de développement du tiers-monde, du Sud. Donc il y avait énormément de projets, beaucoup d'imagination et beaucoup d'espoir. Et quand Kadhafi s'est rendu en Venezuela en 2009 pour une grande conférence, il y avait tous ces projets qui étaient entamés. Donc il fallait renverser Kadhafi. C'était un homme qui était dangereux. Et maintenant on voit le résultat qui est bon, l'afflux des migrants à travers la Méditerranée. Oui. Il ne faut pas voir ça comme une chose qui n'était pas prévue. C'était surtout prévu par les États-Unis. Ça fait partie de l'accélération de la mondialisation. Tout à fait. Et si vous lisez les ouvrages du général Thomas Barnett, il a écrit 2 livres là-dessus, il dit clairement qu'il faut, pour des raisons géopolitiques, une inondation de l'Europe des gens du Sud. Donc il y a aussi derrière les crises engendrées par les guerres, il y a une autre, comment dirais-je, il y a une autre stratégie d'utiliser des êtres humains comme des armes. Donc on est en train de voir ça maintenant, surtout dans les pays comme Macédoine, où il y a énormément de problèmes. Ouais. Les États-Unis ont échoué à faire une révolution de couleur là-bas. Il y a le problème ethnique, il y a aussi cet élément de radicalisation des Albanais. On a une minorité albanaise là-bas. L'Albanie, maintenant, c'est une base militaire américaine. Le pays le plus socialiste qui n'a jamais existé, qui n'a jamais existé, c'était l'Albanie socialiste pendant 40 ans. C'était vraiment un modèle socialiste. Maintenant, il n'y a plus rien. Mais les États-Unis vont utiliser beaucoup, je pense, de ces réfugiés ou de ces migrants comme des armes. Pour déstabiliser certains pays. En fait. Parce que c'est une arme contre l'Europe. Oui. Mais contre tous les pays. Ils ont déjà essayé de déstabiliser la Hongrie, par exemple. Viktor Orban, il n'est pas du tout un homme radical, rien de tout, mais il y a certaines divergences parce qu'il a un projet un peu plus multipolaire. Il est très proche du Venezuela, par exemple. Il y a un grand projet énergétique entre la Hongrie, le Venezuela et la Chine. Il fait des projets comme ça qui ne sont pas forcément souhaités par les États-Unis. Et aussi, il y a une géopolitique un peu différente. En même temps, c'est un homme de l'OTAN, hein, on ne veut pas avoir des illusions sur lui. Mais ils ont déjà, en 2014, essayé de déstabiliser l'Hongrie. Et John McCain, l'ami de l'homme qui a été photographié avec l'État islamique, il faut toujours le dire, Baghdadi, il l'a appelé un dictateur fasciste. Vous voyez que Orban, c'est quelqu'un qui, parce que bon, ils ont chassé le Fonds monétaire international du pays. Ils ont refusé de rentrer dans l'euro. Il y a un certain élément de souverainisme, etc., qui est dangereux. Donc, tu as une géopolitique maintenant extrêmement compliquée. C'est vrai que les rapports de force sont en train de changer tout le temps. Et comme Thierry Meyssan a évoqué tout à l'heure sur les Kurdes, par exemple, en Syrie, c'est extrêmement compliqué parce que vous avez aussi un mouvement de Kurdes en Iran, un soulèvement de Kurdes en Iran qui est soutenu par Israël et les États-Unis. Donc vous avez des divisions, bien évidemment, les Kurdes en Syrie ne sont pas comme les Kurdes en Irak. Les Kurdes en Irak c'est un État client d'Israël. Les guerres contre l'Irak, c'était vraiment Israël qui a poussé cette guerre parce qu'il voulait surtout la pipeline venant de Mossoul jusqu'à Haïfa en Israël. Donc il y a énormément des enjeux géopolitiques et qui sont liés avec le cheminement de pétrole. Et les pays de Balkans maintenant, on a South Stream, c'était le projet russe d'amener le pétrole le gaz vers l'Europe. On pourrait bien imaginer déstabilisation des pays comme la Bulgarie, qui a un gouvernement client.
Mais en 2013, il y a eu des manifestations massives en Bulgarie contre l'austérité. Et tout de suite, les États-Unis ont organisé des contre-manifestations. Et c'était le même style que, c'est-à-dire des révolutions colorées, des jeunes étudiants, etc. Sauf que, bon, c'était tout organisé par l'ambassade américaine. C'était pour empêcher, en fait, une nomination. Ah oui, ils ont fait une nomination de service de renseignement en Bulgarie. Je pense que les chefs de renseignement qui n'étaient pas du tout souhaités par l'OTAN. C'est un pays qui est en train de mourir, comme tous les pays de l'Est. C'est un pays avec une démographie, un déficit démographique énorme. Et bon, il n'y a plus rien en Bulgarie. Même chose en Roumanie, même chose dans tous les pays de l'Est. Hein. Ce sont des pays qui ont été déindustrialisés. Il n'y a plus rien, la misère partout. Et Orban avait dit, après le coup d'État néo-nazi en Ukraine, créé par les États-Unis, que c'était les États-Unis qui étaient derrière, et que ce serait le centre de l'Europe, le prochain cible. Donc, je pense qu'il y aura une instrumentalisation de ces réfugiés ou de ces migrants. Il y a probablement, comme a dit Bachar al-Assad, des mercenaires ou des activistes, des terroristes de l'État islamique qui se fondent, oui, pardon, et qui sont déjà à l'intérieur. Moi, j'ai déjà dit, l'État islamique n'existe pas. Ça n'existe pas comme État autonome qui essaye de menacer la civilisation occidentale. Ça existe comme une émanation de complexes militaro-industriels américaine et israélo-américaine. L'État islamique, c'est un groupe de bandits utilisés pour faire les sales besognes d'Israël, surtout, parce que c'est leur géopolitique, surtout, qui est servie par l'État islamique en Moyen-Orient, c'est-à-dire de créer le nouvel Moyen-Orient et de créer une espèce de dépopulation de tous les pays arabes. On a ça aussi, c'est-à-dire que la Syrie, on a la moitié de la population réfugiée autour du gouvernement, autour de l'armée syrienne, dans les régions de Damas, etc. Donc c'est une armée de l'occupation. Moi, je dirais, je ne sais pas si c'est militairement correct ou pas, mais les États-Unis ont eu ce concept de la guerre de la quatrième génération, Fourth Generation Warfare. Et Al-Qaïda, l'inspiration de la quatrième génération des guerres, de la guerre de la quatrième génération, originalement c'était Mao Zedong. C'est-à-dire Mao a réussi à faire la révolution, faisant une guerre asymétrique contre les Japonais. Il a réussi à libérer les pays comme ça. Donc, c'est-à-dire que les États-Unis ont beaucoup appris de leurs ennemis de classe et leurs ennemis géopolitiques. Et la guerre de quatrième génération a échoué en Syrie, c'est-à-dire l'utilisation d'Al-Qaïda, Al-Nusra, etc. Ils n'ont pas réussi à renverser le pouvoir légitime. Et maintenant, il y a un retour de la troisième génération, c'est-à-dire ce que les Allemands appelaient des Einsatztruppen, des troupes de choc qui occupent le terrain. C'est-à-dire que ce n'est plus un petit groupe qui va exploser une bombe dans les marchés, c'est véritable armée d'occupation, ce qui était le cas avec l'État islamique, donc une armée pour occuper le pays, parce que ce n'est pas... Donc, si, par exemple, maintenant, c'est l'État islamique, c'est-à-dire la guerre de troisième génération, qui frappe les villes en Europe, avec les crises de réfugiés, des migrants, etc., c'est-à-dire que c'est beaucoup plus... ça va être une situation beaucoup plus grave que le terrorisme jusqu'ici. Mais après, tout dépend aussi de la Russie. Si les Russes arrivent à mater finalement l'État islamique. Oui, d'ailleurs, à ce propos, Thierry, est-ce que toi, tu peux nous en dire avant qu'on fasse la pause? Oui, je voudrais d'abord revenir sur plusieurs choses qui ont été dites. Oui. D'abord, pour comprendre un peu la continuité des événements. Bon, Jean-Louis Zambert a parlé au départ des frères musulmans. Donc, les frères musulmans, c'est un groupe politique. Ça n'est absolument pas un groupe religieux. Quand on lit les écrits des fondateurs des frères musulmans,
il n'est absolument jamais question d'une relation personnelle avec Dieu, d'une mystique, etc. Ces gens-là citent le Coran pour justifier de leur position politique, mais ils pourraient citer d'autres textes s'ils étaient dans une autre culture. Ces frères musulmans, ce sont eux qui ont généré Al-Qaïda et Daesh. La totalité des dirigeants d'Al-Qaïda et de Daesh ont été ou sont toujours membres des frères musulmans. Il n'y a pas de distinction possible entre les organisations terroristes et l'institution des frères musulmans, à travers d'ailleurs ces différentes branches, puisqu'il y a eu des scissions entre eux, il y a plusieurs groupes en fait qui se réclament du fondateur Hassan al-Banna, mais il y a une continuité totale entre la partie armée et la partie présentable avec laquelle on discute ouvertement. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, les guerres que l'on voit depuis 2011 se généraliser au Proche-Orient, d'abord, c'était ce qu'on a appelé le printemps arabe. C'était un projet piloté par le département d'État des États-Unis qui visait à renverser tous les régimes laïques de cette région et à les remplacer par des gouvernements des frères musulmans. Donc ça a commencé en Tunisie, en Égypte, en Libye, en Syrie. Ça aurait dû continuer en Algérie, mais ça n'a pas eu lieu là-bas, puisque, si vous vous souvenez, les Algériens ont réagi très brutalement quand ils ont été attaqués lors d'une prise otage dans un complexe d'hydrocarbures. Ensuite, quand on parle de guerre de 3e et de 4e génération, il faut comprendre que le printemps arabe, c'est en soi un mélange de révolutions colorées pour ce qui est de la Tunisie et de l'Égypte, et de guerre de 4e génération pour ce qui est de la guerre contre la Libye et de la première guerre contre la Syrie, qui va jusqu'à la conférence de Genève de juillet 2012, de fin juin 2012, début juillet. Donc, la guerre de 3e génération, en fait, il y a très peu de combattants. C'est une guerre où on a quelques groupes qui font des opérations armées, mais l'essentiel se déroule dans les médias. L'essentiel, c'est de faire croire que il y a une révolution, une guerre, des changements politiques importants, et de convaincre les gens qu'ils ont déjà perdu et qu'ils doivent se rallier au prochain gouvernement. C'est d'abord dans les médias que ça se joue. Après, il y a eu une guerre on est revenu à un système de 3e génération à partir de 2012, quand la France a relancé la guerre de Syrie, et qui va jusqu'à l'intervention de la Russie il y a 2 mois ici. Donc dans cette guerre de 3e génération, on a utilisé le même schéma que celui qu'on avait déjà expérimenté en Amérique centrale, au Salvador et au Nicaragua, où on a fait venir une quantité inimaginable de mercenaires. Alors, on dit c'est souvent des pauvres gens. Hein, on a vidé les prisons et on a vidé tous les quartiers où il y avait des junkies. On a amené tous ces gens-là se battre en Syrie. Donc ce ne sont pas des bons soldats, hein, c'est un fait. Mais c'est une population énorme. Et pour avoir une idée du chiffre, alors tous les chiffres sont contestables. Les Européens disent qu'il y a eu quelques dizaines de milliers de gens qui sont venus en Syrie. Ici, on a des raisons de penser que de 2012 à 2015, il y a eu plus de combattants étrangers qui sont venus dans le pays. Voilà. On ne voit pas du tout les mêmes chiffres ici, mais il suffit de voir l'état du pays pour comprendre que de toute manière, ce n'est pas avec 10 000 hommes qu'on arrive à tout détruire comme ça. Ensuite, dans les termes que l'on a employés, alors, par exemple, on a parlé d'état profond. Alors,
là, un sens particulier a été donné à État profond, mais à d'autres moments, on utilise cette expression avec un autre sens. C'est-à-dire que selon les auteurs et selon les circonstances, et pour ça il faut bien préciser, l'État profond, ça peut être celui qui commet des choses illégales, mais à ce moment-là, finalement, c'est pour ça qu'on a des services secrets, c'est pour faire les choses qu'on n'a pas le droit de faire. Hein. Ou ça peut être, à d'autres moments, une partie secrète de l'État qui continue, quelles que soient les alternances du pouvoir public. Un jour, un jour il y a les républicains, le lendemain les socialistes, mais peut-être il y a une permanence dans l'État qui est plus forte que cette alternance au pouvoir. Pour les États-Unis, c'est extrêmement clair. Hein, quel que soit le gouvernement, il y a une partie de l'État qui survit et qui mène sa politique indépendamment de la Maison-Blanche. Ça, c'est vraiment très clair. Ensuite, on a parlé aussi de Thomas Barnett, un théoricien, plutôt un vulgarisateur des théories militaires du Pentagone, puisqu'il a parlé de la question de l'usage des migrations comme arme de guerre. Et ce qui est important, c'est que cet homme est connu pour avoir vulgarisé d'abord un concept particulier, celui du chaos. En fait, du chaos comme concept militaire et non plus comme la théorie philosophique de Léo Strauss, mais l'idée qu'il y a quelques États au centre du monde qui vont être stables, qui vont être riches, et puis il va y avoir une gigantesque périphérie avec plein d'États qui, eux, seront uniquement des cibles dans lesquelles on va venir extraire des matières premières, des hydrocarbures, etc. Mais ces États-là seront complètement désorganisés avec des bandes qui vont se battre les unes contre les autres, et puis on laisse les gens dans cet état, on ne s'y intéresse pas. Donc ce modèle, c'est le modèle qu'incarne aujourd'hui Daesh, en fait, puisque le but de Daesh, c'est bien la destruction des États, le nettoyage ethnique des sociétés. Mais si je reviens à ce que j'ai dit au départ, Daesh, ça n'est qu'un instrument politique toujours dirigé par les gens qui l'ont créé. Et alors, disons-le clairement, Daesh a été créé en 2004 par 4 personnes. Hein, le colonel James Steele, le colonel James Kaufman, le général David Petraeus et John Negroponte, ensemble en Irak, dans le cadre d'une opération qui visait à détourner la colère populaire pour que les gens ne s'en prennent plus à l'armée d'occupation et pour qu'ils se battent entre eux. Bon. Donc c'est eux qui ont créé Daesh, et aujourd'hui, David Petraeus est toujours l'homme qui dirige Daesh, au sens de définir ses missions et de trouver son financement. Un financement qui vient, bien sûr, on l'a dit, du pétrole, mais le pétrole n'est pas la principale source de financement de Daesh. La principale source aujourd'hui, ce sont les drogues, notamment l'héroïne que l'on consomme. Cette héroïne, elle vient d'Afghanistan, mais le transfert est opéré par Daesh. Et également, ils ont de l'argent qui peut provenir du trafic des antiquités. Bon, mais ça, c'est beaucoup moins important, évidemment. Donc, lorsque on dit qu'il y a des gens de Daesh qui s'infiltrent en Europe, ça n'a aucun sens. On ne dit pas que ses propres soldats s'infiltrent chez soi. C'est absurde. Voilà. Oui, il a raison. Moi, j'ai dit ça, mais dans le sens où j'ai déjà dit que ça n'existe pas comme État autonome, bien évidemment. Bien, on utilise le même terme. Donc, on en parle de Daesh, mais bon, bien évidemment, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a, dans le sens où il y a une volonté de déstabiliser l'Europe, et vous avez une situation où vous avez des milliers d'immigrants qui parfois sont financés par les agences américaines. Vous avez des iPhones distribués oui, parce déjà, des migrants, ils ont tous des iPhones et en Grèce, etc. Donc il y a certainement une volonté
de déstabiliser beaucoup de pays. Et Daesh, quand on parle de Daesh, on parle de quelque chose, comme Thierry Besson a dit, qui n'existe pas, mais en même temps, c'est la terminologie qu'on utilise, je suis d'accord, mais en même temps, on a la possibilité d'armer des gens qui sont démunis, qui sont, et maintenant qui ne peuvent pas travailler. Oui. Donc, et c'est ça, en fait, le but de stratèges comme Barnett, c'est la stratégie du chaos. Et dans les pays qu'il décrit dans ses livres, il appelle les gaps. Donc, je sais pas en français, c'est quoi c'est-à-dire les pays qui n'arriveront jamais, à avoir un état de droit, soi-disant. Hein. Donc, je pense que. Sous-province. Oui. Donc, mais donc, je pense que bien évidemment, le problème, c'est le vocabulaire. On n'avait même pas le vocabulaire pour décrire l'état contre le terrorisme, les guerres contre le terrorisme, le soi-disant guerre contre le terrorisme, quand c'est une guerre de terrorisme. Donc, voilà, c'est ça le problème. Donc, excuse-moi de t'interrompre à ce sujet. Thierry, je voulais te dire que dans le tome 2, je te citerai, et il y a une précision qu'il faudrait demander à Thierry, justement, par rapport à cette volonté d'utiliser cette main-d'œuvre qui est stationnée en Turquie maintenant pour déstabiliser le centre d'Europe, de l'Europe, c'est cette brigade musulmane qui a été montée entre la Turquie et les autorités, le gouvernement fantoche de Kiev. Et Thierry a fait un excellent papier là-dessus. C'est pour ça que je pense qu'il... D'accord. Oui, tu peux nous dire quelque chose avant la pause. C'est déjà effectif. C'est déjà effectif, tu nous dis. Cette brigade fonctionne. Le gouvernement turc a amené des gens de Daesh à Kherson, au sud de l'Ukraine. Ils ont essayé de les faire rentrer en Crimée. Et évidemment, les autorités russes s'y attendaient, donc ça a été particulièrement difficile, mais à rentrer en Crimée. Et ces éléments ont organisé un sabotage du système électrique de la Crimée. Pendant 2 jours, toute la Crimée était dans le noir, il n'y avait plus du tout d'électricité. Sans ça, l'essentiel de cette troupe a été envoyé il y a quelques semaines se battre au Donbass. Mais de la même manière, le gouvernement turc, le gouvernement du Qatar et celui des Émirats arabes unis ont affrété plusieurs avions qui ont transporté des gens de Daesh pour aller se battre actuellement au Yémen. Donc, tout ça est parfaitement connu et démontrable. Mais ce n'est pas parce que la presse en Europe n'en parle pas que ça n'existe pas. On a même les numéros des avions, etc. On connaît tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que le terrorisme, c'est une forme de guerre. Et c'est une forme de guerre qui est menée par les gens qui mènent les guerres. Ça n'a rien à voir, ce terrorisme massif, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelait autrefois du même nom de terrorisme, je sais pas, des anarchistes qui ont tué l'archiduc François-Joseph, quoi, ce genre de choses. Ça n'a aucun rapport. Maintenant, ce sont des organisations très structurées, avec des budgets gigantesques, des armes entièrement neuves. Tout à l'heure, on a parlé des Toyota qui servaient au transfert de Daesh. Oui. Peut-être vous avez vu ces images. Je constate qu'on ne les voit pas sur les télévisions européennes, mais sur certaines télévisions, sur Télésour pour l'Amérique latine ou sur Al Mayadeen dans le monde arabe, vous pouvez voir des kilomètres et des kilomètres, des centaines et des centaines de Toyota blanches ou crème qui se succèdent, entièrement neuves. Sans immatriculation. Mais ce qui est extraordinaire, elles sont entièrement neuves. Et ils ont les pièces détachées. Donc, ça n'est pas possible d'avoir un tel matériel si on ne vous l'apporte pas spécialement. Et jusqu'à preuve du contraire, on ne connaît pas qui a passé la commande
pour avoir quelques milliers de Toyota, spécialement pour le désert. Donc il faut un aménagement particulier pour qu'elles ne tombent pas en panne dans le désert, tout ça. Donc, mais pourtant, c'est très simple. Hein. On sait quelle est la société qui les a fournis. On sait qui est le directeur de la société. Tout ça est parfaitement connu, mais on fait semblant de ne pas le savoir. Donc, il y a une grande malhonnêteté à dire que Daesh ou que Al-Qaïda, ce sont des choses qui seraient sorties du peuple pour des raisons de mécontentement, parce que voilà, il faudrait s'en prendre au modèle occidental, etc. Ça n'est pas vrai du tout. Ce sont les Occidentaux qui ont été chercher des gens dans ces sociétés pour les enrôler et leur donner cette fonction, généralement d'ailleurs, d'abord contre les sociétés du monde musulman. D'abord. Après aussi un peu, voilà, maintenant contre l'Occident, mais ce qui se passe en Occident, c'est rien par rapport à ce que l'on voit dans le monde musulman. Bon, ben, on va faire une petite pause, hein, si la régie, elle est prête. Normalement, elle est prête, c'est parfait. On a un peu dépassé l'heure, mais c'est pas grave, c'était on ne peut plus intéressant. Ça continue, ce n'est pas terminé. Restez connectés sur Meta TV et puis on revient tout de suite après la pause. À tout de suite.